On prend pas de micro? Vous nous entendez? Oui. On va essayer de soutenir. À l'ombre du balcon proéminent qui forme comme une couverture, un chapeau à large bord, un parasol, à la verticale de la terrasse de l'Escale, j'ai l'impression que l'île tout entière se résume à cet immeuble. Il doit s'agir du 2 quai d'Orléans, même si ce numéro n'est pas visible. J'ai longtemps cherché ce numéro sur la façade de l'immeuble. Je l'ai cherché aussi à l'intérieur, par jeu. J'ai imaginé qu'il avait été caché parmi d'autres chiffres. Le prix des consommations sur l'ardoise, les numéros sur les portes des toilettes, un pour les hommes et 2 pour les femmes. Je ne me suis jamais satisfait de leur réponse officielle, administrative. Le café L'Escale se trouve quai d'Orléans, mais son adresse est 1 rue des Deux Ponts. Ce qui lui permet d'ailleurs, miracle de la numérotation, d'être à la fois au 1 et au 2. Pair, impair et manque. L'une des particularités d'un quai, l'une des plus intéressantes, c'est qu'il n'y a pas de numéro opposé. En l'occurrence, sur le quai d'Orléans, il n'y a pas de numéro impair, d'immeuble au numéro impair qui ferait face, de l'autre côté de la chaussée, au numéro pair. Les numéros impairs sont à l'eau, si j'ose dire. Ils s'en sont allés avec le fleuve, ils sont partis pour un long voyage, sans retour. Ou bien, ils ont sombré dans le fleuve et reposent tout aussi définitivement dans ses limons. Ou alors, dans une sorte d'homothétie fantaisiste, née de l'imagination d'un amoureux de la cabale et des papiers découpés, les numéros impairs ont été reportés de l'autre côté de l'île, sur le quai de Bourbon, qui, lui, ne comporte que des numéros impairs, du numéro 1 au numéro 55, d'est en ouest. Un peu comme dans ces boutiques de souvenirs, qui représentent sur une seule ligne, une seule frise touristique, des immeubles et monuments qui pourtant se trouvent le long d'une boucle, ou bien l'un en face de l'autre, sur les 2 rives d'un fleuve ou d'un chenal, le Grand Canal à Venise, le Tibre ou l'Arno. Avec de bons ciseaux, il serait sans doute possible de rétablir la vérité. Ou encore, pourrait-on imaginer que les numéros pairs aient été réservés au quai d'Orléans ensoleillé et les numéros impairs au quai de Bourbon, la plupart du temps dans l'ombre. Cela fait de nombreuses années que je fréquente ce café et j'en suis venu à penser que cet immeuble ne s'inscrivait pas dans la suite des autres immeubles sur le quai. S'il n'avait pas de numéro, c'était pas par oubli ou par bizarrerie administrative, mais parce qu'il ne reposait pas lui-même sur l'île Saint-Louis. Il régnait sur un îlot détaché, un autre tas de poids en amont de l'île principale. Et peut-être existait-il autrefois un passage de galets, un isthme fragile entre l'île principale et cet immeuble. La présence de cet immeuble à l'extrémité du quai serait le dernier rappel, l'ultime souvenir de ce chapelet d'îles, d'îlots ou de simples proéminences, de packages aux frontières instables qui s'échelonnaient autrefois dans le sillage de la cité, des îlots Vaches et Notre-Dame réunis et lotis dans la première moitié du XVIIe siècle. Difficile aujourd'hui d'imaginer une géographie aussi incertaine. Lorsque je fais le tour de l'île Saint-Louis, 1 fois, 2 fois, comme j'aime à le faire parfois, j'ai plutôt l'impression de me trouver sur un chemin de ronde, au sommet d'une palissade de pierre, et je refais un tour, comme une oie dodelinant sur son île citadelle. Si j'aime autant ce café, l'Escale, c'est aussi pour sa lumière particulière, pour son rayonnement, qui dépasse de beaucoup celui de bien d'autres cafés parisiens. Et pourtant, nous ne sommes pas sur un grand boulevard. Nulle enseigne lumineuse, clignotante, ne le distingue au regard. Ce n'est pas la rotonde d'île Select, c'est une escale dans la nuit, en surplomb des eaux sombres de la Seine. Bien sûr, cette lumière découle de ces larges baies vitrées,
ouverte sur les deux côtés, à ces deux adresses. Une lumière d'autant plus forte que les immeubles contigus sont orphelins d'autres cafés et pour ainsi dire aveugles ou borgnes. Lorsque je me dirige vers l'Escale, surtout lorsque je m'en approche depuis le quai de la Tournelle, sur la rive d'en face, cette lumière m'évoque la cage de verre d'une lanterne. J'ai l'impression d'être un pauvre canasson qui tire sur la corde d'une lourde péniche, elle-même entraînée par le courant, et ne trouve et n'espère son salut que dans cette lumière lointaine. À chaque fois que je relève la tête, ma perception de l'Escale se résume aux lumières du rez-de-chaussée et au balcon de son attique, à la base et au sommet. J'ai une parfaite connaissance de la base, du moins je crois, mais je ne cesse de rechercher le sommet. Je crois bien qu'il s'agit d'une ambition inavouée et de la raison pour laquelle j'ai si longtemps et si avidement recherché le numéro en façade de cet immeuble. Car je me disais, sous ce numéro, je trouverai la porte de l'escalier qui me permettra d'accéder aux étages. Sous le numéro, la porte, et derrière elle, l'escalier, CQFD. Mais il n'y a ni porte, ni numéro. La seule façon de pénétrer dans cet immeuble, c'est d'entrer à l'Escale, de gravir l'Escale. Je m'avise aujourd'hui de la proximité de ces deux mots, escale et escalier. Cela fait des années que je manipule ces deux mots, que je les associe, et pourtant je ne découvre cette familiarité qu'aujourd'hui. La solution est peut-être là, dans leur étymologie commune. Scala en latin, échelle, mais aussi escale en italien médiéval, au sens d'une échelle facilitant le débarquement. Un peu plus loin sur le quai d'Orléans, subsiste la rampe régulière qui permettait aux chevaux de descendre en toute sécurité jusqu'au fleuve et de s'abreuver. Peut-être dois-je entendre ce mot escale comme une invitation non pas à gravir les degrés de l'immeuble, mais à descendre, à dévaler une échelle de pierre ouverte dans le massif de l'île Saint-Louis comme une échelle de coupée. Peut-être devrais-je renverser la perspective et imaginer le sommet à la base. Je me suis longtemps persuadé que si jamais je parvenais à accéder aux étages de l'immeuble et à ce balcon suspendu dans les airs, à cette vigie ouverte aux quatre vents, alors je pourrais suivre les méandres du fleuve jusqu'à son estuaire. Mais j'étais victime d'une erreur de perspective. Si la cage lumineuse est disposée à la base et non au sommet, c'est parce que les navires qu'elle est en charge de guider ne remontent pas la Seine elle-même, mais son double souterrain. Il ne m'est plus besoin de gravir, et je me suis découvert une nouvelle ambition, plus en accord avec mon obsession. Je serai le gardien de phare des eaux souterraines. Une fois devant l'Escale, alors que l'heure du déjeuner approchait, je choisis de m'installer d'abord en extérieur. Je hélai la serveuse. « Une pression, mademoiselle, s'il vous plaît. » Et je me plaçai dos à la vitre. Le spectacle pouvait commencer. Le panorama n'avait pas changé depuis un temps fort lointain. Un nouveau pont avait remplacé le précédent, et sur la pile la plus proche de la rive gauche, la longue silhouette enjupannée de Sainte-Geneviève défiait les nuages qui glissaient ou refluaient vers le grand est. Leur rideau s'ouvrit, alors que la serveuse revint avec ma consommation, et le soleil illumina durant un bref instant le dôme du Panthéon. Je m'apprêtais à ouvrir mon carnet, satisfait de la composition qu'il formait sur la table avec le verre, lorsqu'une fourgonnette de maraîchers, croulant sous les fruits et légumes, s'immobilisa sur le trottoir devant moi. J'hésitais à protester, mais le chauffeur disparut aussitôt et je décidai de me replier à l'intérieur. Dès que j'eus franchi la porte de l'Escale, je me précipitai vers la table, à peine séparée du trottoir par la minceur du vitrage, formant comme une sœur jumelle de celle où j'étais installé quelques instants auparavant. Elles étaient placées chacune, de part et d'autre, de la ligne imaginaire formée par les vitrages.
La presque cérémonie du premier verre, sur ma table mémoriale, avait été écourtée. Il ne me restait plus qu'à me préoccuper du déjeuner. Je consultais le menu du jour, et plutôt que la langue de veau ravigote qui faisait d'ordinaire mes délices, je m'arrêtais sur une belle tranche de foie, accompagnée de salsifis ou de navets roses que j'avais eu le temps d'apercevoir dans l'assiette d'un voisin, arrosé d'un vin de Coulanges, comme à mon habitude. Le ciel s'était à nouveau chargé, mais les nuages se dispersèrent bientôt et je profitais de belles éclaircies. Le ciel, d'abord de ce gris ardoise qui le réunit d'ordinaire aux toitures, prit bientôt les reflets argentés annonciateurs d'un grand soleil. C'est à cet instant que la serveuse déposa mon assiette devant moi. Et un bon appétit! C'est à cet instant aussi que le chauffeur se décida à déplacer son véhicule. Et les rayons du soleil, jusque-là comprimés derrière lui, se ruèrent si bien sur mon assiette que j'eus l'impression de voir le foie reprendre vie et grisoler. À moins qu'il ne s'agisse du vinaigre dont le cuisinier avait peut-être été trop généreux. De la même façon, sur le fleuve, une longue péniche à la peau brunâtre prit soudainement des reflets framboisés. Je m'apprêtais à jouir d'une bonne chair ensoleillée. Nous avions rendez-vous, Tabata et moi, en fin d'après-midi, pour une croisière spectacle sur la Seine. Le dernier de mes cadeaux pour son anniversaire, et peut-être celui qu'elle attendait avec le plus d'impatience. Le départ se ferait depuis l'embarcadère de l'île aux Cygnes, à plus d'une dizaine de ponts de distance, et j'avais l'intention de m'y rendre à pied, en longeant le fleuve. Rien ne pressait, je fis signe à la serveuse de me resservir un café. Je remuais pensivement ma cuillère dans la tasse, lorsqu'un chien, solitaire, s'immobilisa sur le trottoir devant moi. Il se mit à aboyer, et la vapeur de son haleine monta sur la vitre avec les volutes de mon café. Lorsqu'enfin je me décidai à quitter cette escale, légèrement grisé du vin de Bourgogne, j'avançais d'un pas chancelant et pourtant fort téméraire. Le pont de la Tournelle, devenu mobile à la façon d'un pont tournant, me permit non seulement de franchir la Seine, d'aborder la rive gauche et la montagne Sainte-Geneviève, mais aussi de jeter une passerelle vers le ciel. J'allais jouer les filles de l'air. Il me suffirait de rebondir sur le dôme givré du Panthéon, tel ce demi-pamplemousse auquel j'avais préféré renoncer à l'escale, avant qu'il ne fonde sous le soleil radieux. Une fois sur l'autre rive, je ne cessais de passer du quai haut au quai bas, à la fois parce que j'y étais obligé, lorsque la voie basse disparaissait ou se terminait en cul-de-sac, et parce que j'étais tenté d'aller voir ceci ou cela à proximité de la Seine. Je remontais par exemple à la hauteur de la place Saint-Michel pour me rendre dans une petite librairie nichée en bas d'un escalier à l'extrémité de la rue de l'Hirondelle, si bas par rapport à la place Saint-Michel que j'eus l'impression de retrouver le niveau du fleuve. Mon itinéraire n'était pas en ligne droite. Il formait plutôt un faisceau, comme on le dit d'un faisceau de preuves ou de présomptions. Et je suivais, sur une voie puis sur une autre, les pistes de je ne sais quoi, de cette angoisse que je sentais grandir à mesure que l'après-midi avançait. Je disposais de tout l'après-midi, ou presque, et pourtant, l'attente serait longue jusqu'au rendez-vous du soir. Tabata me manquait. Lorsque j'arrivais au pont de Bir Hakeim, l'heure de mon rendez-vous avec Tabata approchait, mais je choisis de m'arrêter longuement au milieu du pont, à proximité du monument de la France renaissante. Je me laissais éblouir par le soleil, dans l'espoir qu'il assèche aussi mon inquiétude. Je traversais, non sans mal, le flux de véhicules pour descendre sur l'île aux Cygnes. L'embarcadère se trouvait tout de suite sur la gauche.
Plusieurs spectateurs faisaient déjà la queue devant l'hôtesse d'accueil. Mais je ne vis pas Tabata. Alors j'accélérais le pas sans m'arrêter et je continuais sur le chemin central, l'allée aux cygnes, qui est comme l'épine dorsale de cette île très étroite. L'île aux cygnes est une sorte de trait d'union artificiel entre les ponts de Bir Hakeim et de Grenelle. À l'extrémité de cette allée, il est possible d'accéder à un jardin en contrebas. Après être passé sous le pont de Grenelle, jardin d'ailleurs n'est pas le terme approprié, il s'agirait plutôt d'une plateforme pavée, bétonnée, en rotonde sur le fleuve. Une végétation rare et opportuniste émergeait çà et là de cette surface stérile, des plantes sauvages comme il en pousse sur les ruines. Je crois que je n'étais encore jamais allé jusque-là. Arrivé à cette distance, et au sortir de la ville, où il a été contraint entre les puissants murs de ses quais, le fleuve s'élargit. La ville paraît s'éloigner. Et les ponts qui franchissent encore le fleuve à une distance de plus en plus grande ne sont plus consacrés à la petite, mais à la grande circulation. Ils ressemblent de plus en plus à des ponts autoroutiers, à des viaducs. Lorsqu'à l'extrémité de l'île aux cygnes on passe sous le pont de Grenelle, on ne peut qu'être surpris par sa largeur et sa hauteur. C'est une autre vie qui se déploie sous son ombre. Un grand nombre de jeunes gens, pour la plupart torse nus, se livrent à des exercices physiques sur des agrès improvisés. Ils écoutent une musique tonitruante, et s'il y avait les traditionnels pêcheurs à la mouche, on pourrait presque imaginer être ailleurs. C'est presque avec regret que je revins sur mes pas, en direction de l'embarcadère. J'aurais aimé poursuivre jusqu'à cet ailleurs, de voir ainsi le fleuve s'éloigner vers la mer et l'Occident. Le souvenir de ma rencontre avec Tabata, loin, très loin, de l'autre côté des mers et des continents, sur son île, m'étreignit comme s'il s'agissait d'hier. Mais de Tabata, point. Elle n'était pas au rendez-vous lorsque j'arrivai à l'embarcadère. Je l'attendis en vain jusqu'à la dernière minute et je finis par monter à bord, ou plutôt par descendre à fond de cale, là où le tour de chant de Madame R devait avoir lieu. Le cœur en berne. Peut-être me rejoindrait-elle dans l'obscurité du spectacle, ou bien encore durant l'entracte. Le bateau-mouche faisait des ronds dans l'eau, d'ouest en est. Il pointait ses gros projecteurs, ses longues pattes à peine dégourdies de l'écume du fleuve sur les immeubles des deux rives. Tabata ne m'avait pas rejoint durant la première partie. Je ruminais seul devant le buffet de l'entracte. Ce spectacle, son idole, Madame R. Je soupçonnais pourtant qu'il s'agissait de son plus beau cadeau. Et non pas le séjour en Sicile, qui m'avait coûté une fortune, et qui, en définitive, m'avait été beaucoup plus fécond. La première partie du spectacle s'était écoulée sans que j'y prête vraiment garde. L'entracte allait durer je ne sais combien de temps, et les spectateurs s'étaient répandus sur les coursives, un verre à la main, s'ébobissant des exploits de madame. Et quel talent lorsqu'elle chante la grande Gaby Montbreuse, dont le nom est à lui seul une revue de music-hall. Et quelle drôlerie lorsqu'elle rejoue intégralement le film Bénu. Et tout le monde entonnait autour de moi le refrain « Elle l'a perdu, est-ce qu'on m'a dit, la pauvre chérie, dans un taxi? Mais à quoi donc, qu'elle pensait-il » De plus en plus anxieux, froissé de l'indifférence de mes amis, je n'ouvrais la bouche que pour y enfiler les petits fours. Sans discontinuer, je me gavais d'olives farcies aux amandes, d'anchois roulés sur capre et autres involtini, et je recouvrais le tout. Je tapissais mon estomac de belles tranches de pain, aussi grasses qu'une pompe à l'huile, un vrai buffet de belles cantos. Je savais très bien à qui je pensais-y. Mes doigts glissaient sur la tige de mon verre de spritz, plus rien ne retenait l'oscillation de plus en plus prononcée de mon corps, et je commençais à me dire que j'allais entraîner le navire dans ma chute, que nous allions tanguer de plus en plus fort,
le navire et moi, et sombrer pour finir dans les eaux lit-de-vin de la Seine. À la fin de l'entracte, alors que nous nous dirigions vers nos places, et que j'allais rééteindre mon téléphone, un bip retentit. « Je suis là !» « Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ce n'est pas encore ce soir que j'aurai disparu. » Je rejoignis mon siège, sans être tout à fait rassuré. Autour de moi, alors que le tumulte s'apaisait et que tous avaient repris leur place, je surpris les rires de mes amis. Je suis là. Soit, mais où exactement? Sous quelle forme apparaîtrait-elle enfin? T'es pas venu pour rien. T'as la gentillesse de me tirer sur le... Ah bon, non. Oh, Ça vient de oui. C'est bon? Oui. Un petit peu ranger ça au vestiaire. Et longtemps qu'on l'avait pas vu, Madame R. Hein? Alors par quoi on commence? Allez, Ferrari. Suspense. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure, évidemment. Un peu de perles. Ça ne nuit pas. Et autre. Ben, les choses se font dans l'ordre. Hein. Voilà. Le phare se dressait comme un i au large des côtes bretonnes. L'océan beuglait jour et nuit comme une vache qui moutonne. Les coups de mer tonnaient un à un avec un bruit de canonnade. Le vent de noroît chargé d'embrun postillonnait sa sérénade. Et les goélands aux abois goélaient comme des putois. Le gardien était jeune et beau, il vivait seul, et pour se distraire, il attrapait les bigorneaux. Au lasso, c'était sa manière. Et quand les ténèbres tombaient, alors il allumait son phare, et les pêcheurs au loin pensaient « Oh, le gardien a le feu quelque part !» Et les courlis, dans leur dodo, courlissaient vivement les rideaux. Or, un soir, seul dans son grand lit, il contemplait avec tristesse sa grosse lanterne, et il se dit, ce qui manque ici, c'est une négresse. Il en trouva une, mais le soir, comme il croulait sous l'avalanche, le marié était tellement noir que la négresse passa une nuit blanche. Et les merlans chantaient en chœur, on s'emmerlanda sans souleur. Une nuit, il vit dans le bateau, se promenant sous les étoiles, sa belle avec un gigolo qui s'entraînait au viol à voile. Il ricana, grinça des dents, et pour châtier la péronnelle, souffla son phare en s'écriant « Je suis pas fait pour tenir la chandelle !» Et les bigorneaux, n'y voyant plus, se bigornaient à chaque coin de rue. Le lendemain, devenu fou furieux, il la saisit. Ce fut atroce. D'un seul coup, il lui fit 3 bleus, et d'un autre, il lui fit 3 gosses. Puis, saisissant à bras le corps, sa petite femme en bois d'ébène, la balança par-dessus bord, en s'écriant « La mer est pleine !» Et les morues qu'avaient les foies morurent de peur toutes à la fois. Mais stupeur, le lendemain, les flots étaient noirs. Sitôt tout le monde pensa, c'est la faute au bateau qui vient de jeter l'ancre dans l'onde. La vérité, je vous la porte,
Notre négresse, c'est notoire, avait des teints. Et la mer morte flottait maintenant dans la mer Noire. Ah Pierre, attendez, parce que... T'as quoi? Oh, bah, attends, oui, alors bon, si on ne peut plus rire de n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui... Et le gardien désespéré se jeta dans les mots croisés. Merci beaucoup. J'y ai vu quelques similitudes. Il ne pourra pas nier. Il essaiera, mais il n'y arrivera pas. Et cette Madame R, alors elle chante, il y a des choses citées, on ne va pas vous les faire là, ce serait beaucoup trop long. Bénu, on n'y comptait pas. Hein. Il y en a pour 40 minutes avec une chanson. C'est beaucoup trop long. Nous ne ferons pas les... Par contre, nous pensions répondre aux citations directes qui sont faites hein, dans un taxi. Oh, elle a oublié de le faire sur la péniche, elle va le faire ce soir. Voilà. Dans un taxi. Alors, dans un taxi, attendez, je vais me remettre parce que j'avais remonté la manche et puis ça c'est parce qu'il fallait cacher. Secret de Polichinelle, j'ai voulu me cacher les manches, tout machin. Ça me regarde, je ne devrais même pas vous dire ça. Dans un taxi, c'est une chanson tout à fait sympathique. Une chanson créée par Gaby Montbreuse, la fameuse Gaby Montbreuse, grande fantaisiste des années 20, dont je vous parlerai une autre fois, parce que là aussi ça prendrait du temps. Dans un taxi, nous raconte les mésaventures en 3 couplets d'une jeune employée en bijouterie prénommée Chipette. Un prénom que donne plus beaucoup aujourd'hui, Chipette. Dommage, que c'est goulayant comme chose. À ce soir, par Chipette Verneuil, ça rendrait bien. Ça vendrait tout de suite. Autre chose, voilà. Un conseil, hein. Voilà. Alors Chipette, elle vend très bien ses bijoux, il n'y a pas de problème, mais alors elle est extrêmement distraite. Et son drame, c'est que tout ce qu'on lui donne, elle l'oublie dans un taxi. Et plus fort qu'elle, elle ne peut pas faire autrement. Enfin, c'est ballot, parce qu'il y a des choses valables à part moment. Alors voilà cette histoire qui nous est contée en 3 couplets. Comme ça parle vite, j'aime mieux vous expliquer avant de quoi il s'agit, vous ne serez pas obligé d'écouter comme ça. Vous vous laisserez entraîner par la musique, c'est gentil. Ah oui, il y a quand même un couplet, j'attire votre attention sur le fait que le 3e et dernier couplet de la chanson est plutôt à portée morale. On va quand même bien écouter ce qui se dit, et comme je sais que vous serez de toute façon en train de papoter d'autres choses, je vous ferai un signe. Tu voudras dire attention, couplet à message. Oh, arrête de papoter, j'écoute ce qui se dit. D'accord. Voilà. Alors, c'est par ailleurs une chanson assez amusante à reprendre ensemble, enfin pas vraiment chanter, les paroles sont compliquées à retenir, mais il y a un petit passage musical où on peut accompagner en faisant 3 petits, c'est gentil, on fait plop, 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 3 petits coups comme ça à un moment. Essayez de voir avec vos mains ou ce que vous voulez, ou vous tapez sur la plop, 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 plop. C'est très facile, il ne faut pas faire ça si possible en même temps. Hein, je vais vous le caler sur la musique, vous allez voir. Alors, ça fait un motif comme ça. Hop. Et puis c'est tout. C'est 3 fois seulement. Hein. 3 fois 3, 9. On révise ses tables avec Raymond, c'est toujours pratique. 3 fois 3, tu vois. Donc je sers à quelque chose. C'est autre chose que ta maîtresse, hein. Alors, voilà. On va faire l'orthographe après, on va faire une petite révision. Bon, alors voilà, 3 fois 3, 9. Et pour être bien sûr que vous démarriez en même temps, je vous ferai un... Ah, j'ai fait ça pour le message, et ben je ferai ça pour les 3 petits coups. Allez, pour confondre, main droite, main gauche par contre. Hein. Si je fais ça, faut pas... On va faire un essai pour être bien sûr. Je les mélange, vous ne saurez pas laquelle je vais.
Attention, je vais lever une main. Est-ce qu'il faut faire clap, clap, clap ou est-ce qu'il faut écouter? Ah bah oui, c'est bien. Alors là, on peut faire comme ça. Bon, ben, ouvre la partie. Oui, n'allez pas confondre. C'est parce que je connais des gens qui se confondent. Enfin, au niveau droite, gauche, en politique ou ailleurs, on est clair. On se mélange pas les pinceaux devant l'urne. On est sûr de soi. Hein. Parce qu'en chanson, c'est la même chose. Hein. Faut faire les choses sérieusement. Voici donc les mésaventures de Chipette dans un taxi. Voilà, c'était l'introduction. Chipette est dans une bijouterie, la vendeuse n'a plus comme il faut, et la selle est très étourdie. Oh, c'est à peu près son seul défaut, mais le patron l'aime, c'est rien de le dire, et il vient même de lui offrir un petit collier de perles tout mignon, et qui valait à peine 3 millions. 3 millions. C'est une somme, hein, quand on y pense. Avec 3 millions. Les travaux là-dedans, ça irait, hein. La toiture. Ça pourrait aider. La toiture, ben voilà. On calfeutre. On colmate. Ou même simplement une bassine en cuivre pour éviter ne serait-ce que ça, 3 millions, ça en achète des belles bassines. Ben oui. Et ben cette imprudente un jour, elle l'a perdu à ce qu'on m'a dit, la pauvre chérie dans un taxi. Mais à quoi donc elle pensait-il pour qu'elle l'oublie dans un taxi? Ah, quel malheur pour une jeune fille, et que va dire sa famille? Elle l'a perdu à ce qu'on m'a dit, oui mes amis, dans un taxi. C'est désolant. Pourtant son patron la console, soupirant, venez dans mes bras, perdre un collier, petite fofolle, va. Ça se fait, beaucoup ne vous en faites pas, pour vous remettre, venez faire un tour, ça va me permettre de parler d'amour. Il lui offrit même, quel danger, un petit bouquet de fleurs d'oranger. Oh, la fleur d'oranger. C'est gentil, c'est romantique, et tellement odoriférant. Et puis bien moins onéreux qu'un collier à 3000 balles, même 3 millions de balles. Anciennes, enfin les anciennes balles, vous m'avez compris. Et pas faire 2 fois la connerie, hein. Chat échaudé, comme on dit. Et puis moi je ne sais pas, mais il me semble qu'on donnerait le choix, vous voyez, entre un vulgaire collier à 3 millions et un petit bouquet de fleurs d'oranger à 2 ronds qui part du cœur. Eh ben... je réfléchirai dans un premier temps. Je pèserai le pour et le contre. Non, tout de même, il me semble... Enfin, toujours est-il que cette imprudente, tout comme le collier, elle l'a perdu à ce qu'on m'a dit, la pauvre chérie dans un taxi. Mais à quoi donc pensait-il pour qu'elle l'oublie dans un taxi? Oh, quel malheur pour une jeune fille, et que va dire sa famille? Elle l'a perdu à ce qu'on m'a dit, oui mes amis, dans un taxi. Oh, elle nous agace, Chipette. Souvenez-vous, hein. Ça ne marche plus. Ah non. Ah non. Alors, miroir. Ah bah oui, c'est pas grave. Aussi, mesdames, lorsque vous serez en voiture, portant quelque chose de précieux, je ne sais pas moi, un collier, une canne, une fourrure, bref, ouvrez l'œil, ouvrez même les deux. La moindre affaire, tenez-la bien, c'est nécessaire dans votre main, et si c'est
fragile ou pointu. Eh bien, par prudence, ne vous asseyez pas dessus. Allez, parce qu'après tout, on rigole, mais cette petite, c'est peut-être comme ça qu'elle a perdu. À ce qu'on m'a dit, la pauvre chérie dans un taxi. Mais à quoi donc pensait-il pour qu'elle l'oublie dans un taxi? Oh, quel malheur pour une jeune fille. Et que va dire sa famille? Elle l'a perdu à ce qu'on m'a dit. Oui, mes amis, dans un taxi. Dans un taxi, oui. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Et pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lever à Saint-Lazare. Vrai de te savoir comme ça, sans le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigares. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Va-t'en trouver la grande nana. Dis que je la prie de casquer pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de boniment pendant que je me marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup, bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la baigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant. Adieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant, moi je t'adore. Comme j'adorais le bon Dieu, comme papa, quand j'étais petite, et que j'allais communier à Sainte Marguerite. Ce que je vous propose, si vous nous regardez boire, mais c'est pas des choses à faire à des gens qu'on aime. On va faire une petite pause, on va servir l'apéritif. Ça va être l'heure bientôt de l'apéritif. Voilà, vous allez prendre votre petit rafraîchissement, puis après on peut chantonner des Vive le Pinard, des choses comme ça qui vous tiennent à cœur. Ça, il faut en avoir bu un peu. Faut en avoir bu un ou deux déjà pour se lancer. Ah bah je vous ferai la tôle, tiens, ça change un peu. C'est bien la tôle. Non, c'est subtil. Ah bah elle est subtile, oui, elle est.
C'est de la littérature. Allez. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, à votre bonne santé et bonne fin de soirée. Merci de votre patience. Quel talent. Tu les avais déjà en